T'as vu? Le 3 septembre, ils ont démarré un réacteur nucléaire à Flamanville. Oui, la divergence de l'EPR. Quoi? Quand on dit qu'un réacteur démarre, on dit qu'il diverge. Et diverge, c'est énorme. Bonjour les padawans de la physique, Obian pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je ne réponds pas à un commentaire YouTube, mais à un commentaire qu'on m'a posté sur X. Ce commentaire a été posé par Dragonfeu et il va nous permettre d'expliquer comment marche la divergence d'un réacteur nucléaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut dire que la procédure de divergence d'un réacteur dépend du type de réacteur. Moi, par exemple, je divergeais sur ce qu'on appelle un réacteur compact. C'est le même principe que les EPR de Flamanville, par exemple, mais c'est pas exactement la même technologie. Du coup, on diverge pas exactement de la même façon, qu'on soit sur un réacteur compact ou qu'on soit sur un EPR. Malgré tout, les grands principes de cette procédure restent identiques. Bon, vous le savez très certainement, mais le phénomène principal utilisé dans les réacteurs à eau pressurisée, c'est la fission nucléaire. J'en ai déjà parlé en long, en large et en travers sur cette chaîne, mais on va quand même s'y attarder un petit peu. Ça va permettre d'éclaircir un petit peu comment on va faire pour démarrer notre réacteur, comment on va faire pour démarrer ces fissions. On va commencer par une formule que vous connaissez tous, la fameuse formule d'Albert Einstein, E égale mc2. E, c'est pour l'énergie, m, c'est pour la masse, et c2, c'est pour la vitesse de la lumière dans le vide au carré. La vitesse de la lumière dans le vide étant une constante, même si on la met au carré, ça reste encore une constante. Si la vitesse de la lumière est constante, on peut en déduire de la formule E égale mc2 que l'énergie c'est de la masse et que la masse c'est de l'énergie. On garde ça dans un coin de notre tête et on attaque pour voir ce que c'est la fission. Pour la fission, on n'a besoin que de deux choses, à savoir d'un neutron et d'un noyau d'uranium-235. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va projeter le neutron dans le noyau d'uranium-235. Le noyau va absorber le neutron, il va donc devenir instable, il va donc se casser en deux nouveaux noyaux plus petits, on appelle ça les produits de fission, et ça va libérer quelques neutrons. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va peser ce qu'il y avait avant la fission, à savoir le neutron et le noyau d'uranium-235. Et en même temps, on va faire exactement la même chose avec ce qu'il y a après la fission. Donc, mes deux nouveaux noyaux, mes deux produits de fission et mes neutrons. Donc, on a pesé séparément ce qu'il y avait avant la fission de ce qu'il y avait après la fission et on va comparer les deux. On a perdu de la masse suite à la fission. C'est plus lourd avant que après. Sauf que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? L'énergie, c'est de la masse et la masse, c'est de l'énergie. Si j'ai perdu de la masse, ça veut dire qu'on a créé de l'énergie. Mais de l'énergie, il n'y a pas que dans le défaut de masse qu'on en a. Évidemment, quand le noyau d'uranium-235 se casse en deux, les neutrons produits, ils ont une certaine énergie cinétique. C'est d'ailleurs pareil pour les deux nouveaux noyaux, les produits de fission. Ils ont eux aussi une énergie cinétique. Et donc si on cumule l'énergie du défaut de masse à ces énergies cinétiques, la fission, ça produit une énergie énorme. C'est cette énergie qui va permettre de faire bouillir de l'eau, de créer de la vapeur et faire tourner des turbines accouplées à des alternateurs et donc créer l'électricité. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, pour l'instant, on reste juste sur la fission. Et donc nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir utiliser les neutrons produits par la fission pour faire d'autres fissions, afin bien sûr d'entretenir la réaction en chaîne et la contrôler aussi au passage, mais ça, on verra ça après. Sauf qu'à l'instant où la fission se produit, on a déjà un problème. Les neutrons qui viennent d'être produits par la fission ont une très grande énergie cinétique. On dit que ce sont des neutrons rapides, 14 000 km par seconde quand même. Et les fissions de noyaux d'uranium-235, ça se fait par des neutrons qu'on dit lents. On appelle ça aussi des neutrons thermiques, 2,2 km par seconde. À notre échelle, bien évidemment, ça semble rapide, mais c'est quand même plus lent que les 14 000 km par seconde de tout à l'heure. Il va donc falloir les ralentir. On dit aussi qu'il faut les thermaliser. Et comment qu'on ralentit un neutron? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Eh bien, il va falloir que nos neutrons créent des chocs avec d'autres particules. Et pour que le ralentissement fonctionne bien, il faudrait que les particules elles soient à peu près de la même masse et à peu près de la même taille que nos neutrons. Si vous ne comprenez pas pourquoi, rien ne vaut un bon exemple. On va donc faire appel à Michel le bouliste. Oh Michel! Oh Michel! Oh! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Lance-moi le cochonnet sur une boule, s'il te plaît. Vous avez vu? Le cochonnet garde à peu près la même vitesse, même après le choc avec la boule. Il n'y a que la direction qui a changé. Donc on voit bien que quand on a une particule de petite taille qui va faire des chocs avec une particule de plus grosse taille et de plus grosse masse, il ralentit que très peu. Alors que si on crée un choc par exemple avec deux boules de pétanque, deux boules qui auront donc même masse et même taille. Attendez, Michel va vous montrer. Oh Michel, montre-nous tes talents là, fais-nous un carreau s'il te plaît. Et voilà, la première boule qui a été lancée a été complètement ralentie suite au choc avec la boule qui était par terre. La première boule a cédé son énergie cinétique à la deuxième.
on voit que le ralentissement est efficace. Et donc maintenant, vous comprenez pourquoi, pour ralentir un neutron, il faut une particule qui soit à peu près de la même taille et de la même masse, car le ralentissement sera plus efficace. D'ailleurs, vu qu'on reparle de nos neutrons, revenons à notre réacteur. D'accord, faisons comme ça. Est-ce qu'il n'existerait pas une particule qui a la même taille et la même masse, enfin à peu près, qu'on pourrait mettre dans notre réacteur pour pouvoir ralentir ces neutrons? Bah oui, on l'a déjà vu plein de fois sur cette chaîne. Il s'agit des protons. Le proton, qu'est-ce que c'est? C'est le noyau de l'élément hydrogène. Et où on trouve de l'hydrogène? Tout près. Où ça? Dans ton cul. Ah non, pas dans mon cul, c'est dans les molécules d'eau qu'on trouve de l'hydrogène. C'est en partie pour ça que les cuves des réacteurs de France sont remplies d'eau. Pourquoi faire? Je viens de le dire, pour ralentir les neutrons, pour pouvoir faire des fissions. On appelle donc l'eau le modérateur. Bon, maintenant, on sait comment faire des fissions. Donc, on n'est pas si loin que ça de la divergence. Mais, avant de l'expliquer, il va falloir qu'on voit un dernier paramètre, la réactivité. Alors, la réactivité, elle découle d'un coefficient. Ce coefficient, c'est ce qu'on appelle le coefficient de multiplication effectif. On l'appelle plus simplement le KF. Donc ce coefficient de multiplication, lui, il va être représentatif de comment ça marche dans un réacteur. Sauf que comme d'habitude en physique, pour comprendre comment ça marche dans un réacteur, dans un milieu fini, on va prendre un milieu théorique. Le milieu qui sera infini. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun des neutrons créés qui va pouvoir se barrer en dehors du réacteur. Il n'y a pas de neutrons de fuite. Et donc comment on détermine ce coefficient de multiplication? Il existe une formule découverte par Enrico Fermi. Un jour, il va vraiment falloir que je parle de lui sur cette chaîne. Alors, la formule, elle a un nom à coucher dehors, vous n'êtes pas prêts, c'est hyper compliqué. La formule, elle est composée de 4 facteurs. Et donc, elle s'appelle la formule des 4 facteurs. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit, la formule des 4 facteurs? Elle dit que notre coefficient de multiplication va être égal à epsilon pf nu. Ah, vous allez me dire, on est bien avancé avec ça, mais ça veut dire quoi? Pour comprendre chaque facteur, on va prendre un groupe de neutrons qui a été créé par les fissions. Un petit paquet de neutrons, là, si vous voulez, qui va représenter donc un certain nombre de neutrons. C'est ce nombre-là qui va nous intéresser. On l'a dit tout à l'heure, les neutrons, ils viennent d'être créés. Donc, ils sont encore rapides. Ils ont encore beaucoup d'énergie cinétique. Ils n'ont pas encore été ralentis. Mais il y a un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure. C'est que, en effet, la majorité des fissions se passent dans le domaine thermique. Donc, lorsque les neutrons sont lents. Mais il y a une infime partie, une toute petite partie, de fissions qui vont se produire dans le domaine rapide. Il y a des neutrons rapides qui vont créer des fissions. Et ces fissions rapides, ça reste des fissions. Donc elles vont aussi créer des neutrons. Il va donc falloir ajouter à mon paquet de neutrons un nombre supplémentaire de neutrons, ceux qui sont issus des fissions rapides. Et donc pour prendre en compte cette augmentation du nombre de neutrons, on a notre premier facteur, epsilon, qui s'appelle le coefficient de fission rapide. Donc en gros, je prends mon nombre de neutrons initial, je le multiplie par epsilon, et j'ai mon nombre de neutrons à l'instant T. Ils sont toujours pas ralentis, c'est un nombre de neutrons rapides. Mais on a le nombre total. Pendant le ralentissement, ce coup-ci, on va perdre des neutrons. Ils vont être absorbés et ne feront pas de fission, par exemple par les noyaux des atomes qui composent des structures. Ils vont être absorbés, vont pas créer de fission. Je vais perdre des neutrons sur mon paquet. Il faut donc enlever ces neutrons qui sont perdus. Et ça, c'est le rôle du deuxième facteur, le facteur P, le facteur qu'on appelle antitrape. Donc en gros, j'ai un nombre de neutrons rapides qui sont issus des fissions au début. Je multiplie par epsilon. J'ai mon nombre total de neutrons avec ceux qui sont issus des fissions rapides. Derrière, pendant le ralentissement, pendant les chocs, j'ai des neutrons qui vont être absorbés. Donc on va devoir les enlever. Donc là, actuellement, notre nombre de neutrons est égal au nombre de neutrons initial multiplié par epsilon et par P. Mais il reste encore 2 facteurs. Et donc ça y est, maintenant c'est bon, j'ai mon nombre de neutrons ralenti, donc un nombre de neutrons qui va pouvoir faire des fissions. Mais sauf que là, c'est pareil. Tous ces neutrons-là ne vont pas faire des fissions. Il va falloir encore pondérer et enlever les neutrons qui ne feront pas de fission, même dans le domaine thermique. On va donc ajouter un nouveau coefficient, le facteur F, qu'on va appeler le facteur d'utilisation thermique. On va donc se retrouver avec un nombre de neutrons qui vont fissionner, qui va être égal au nombre de neutrons initial, multiplié par epsilon, multiplié par P et multiplié par F. Sauf que notre coefficient qu'on est en train de calculer, on a dit que c'était un coefficient de multiplication. Il va donc falloir prendre en compte le nombre de neutrons créés par les fissions. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit qu'un neutron fissionnait un noyau d'uranium-235 et va produire plusieurs neutrons. Et donc il va falloir prendre en compte ce nombre de neutrons supplémentaires. C'est pour ça qu'on a le quatrième et dernier facteur, nu, qu'on appelle le facteur de régénération. Et donc pour avoir mon nombre de neutrons de la nouvelle génération, on va prendre le nombre de neutrons de l'ancienne génération, qu'on va multiplier par epsilon, qu'on va multiplier par P, qu'on va multiplier par F, qu'on va multiplier par nu. Sauf que là, pour l'instant, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un milieu théorique, on est dans un milieu infini. Pour avoir la vraie valeur de mon coefficient effectif, donc de mon KF, il va falloir prendre en compte, évidemment, les neutrons qui se barrent, comme je disais tout à l'heure, les neutrons de fuite. Et donc, on ajoutera à mes 4 facteurs
les différentes probabilités de fuite. Parce que s'ils sont partis du réacteur, ils ne pourront pas faire de fission. Donc je ne peux pas les prendre en compte dans un coefficient de multiplication. Donc voilà, je vous ai expliqué comment on trouvait le KF. Putain. Rien compris, moi. Mais pour ceux qui trouvent ça trop compliqué, je vais vous résumer un peu le KF. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Le KF, tout simplement, ça va être quoi? Ça va être le nombre de neutrons d'une génération divisé par le nombre de neutrons de la génération précédente. Et donc là, on voit bien que si j'ai autant de neutrons avant que après, mon KF est égal à 1. Là, on dit que mon réacteur est critique. En gros, un neutron produit un neutron. Si on crée plus de neutrons, c'est-à-dire que le nombre de neutrons de la nouvelle génération est plus important que celle de l'ancienne, on est en train d'augmenter la population de neutrons dans mon réacteur. Le KF va donc être supérieur à 1. À ce moment-là, on dit que notre réacteur est surcritique. Et à l'inverse, si le KF est inférieur à 1, ça veut dire qu'on diminue la population neutronique. Ça veut dire que notre réacteur est sous-critique. Et donc, à partir de ce KF, on va enfin pouvoir dire ce qu'est la réactivité. La réactivité, pour faire simple, ça va être un outil mathématique. Là, actuellement, on est en train de comparer par rapport à 1. Si je suis supérieur à 1 ou inférieur à 1. Et grâce à la réactivité, on va pouvoir comparer à 0. Ce qui va être beaucoup plus facile. Si je suis positif, je suis surcritique. Si je suis négatif, je suis sous-critique. Et si je suis égal à 0, je suis critique. Donc la réactivité, qui s'appelle ρ, c'est égal à KF-1 sur KF. Ça y est, on a quasiment tous les éléments pour comprendre comment on diverge un réacteur. Mais pour terminer, et puis pour ceux qui me connaissent, vous savez que je peux pas laisser ça comme ça. On va parler un peu de sûreté nucléaire. Quand un cœur est neuf, son nombre de noyaux d'uranium-235 est le plus élevé. Il est au maximum de sa vie. Ah oui, après il va y avoir des fissions et donc il y aura moins d'atomes d'uranium-235. On dit donc que le réacteur va être plus réactif en début de vie qu'en fin de vie. Oui, plus de noyaux dit potentiellement plus de fission et donc potentiellement plus de neutrons. Donc il est capable de créer plus de neutrons en début de vie qu'en fin de vie. Il est donc plus réactif. Et donc il faut qu'on s'assure, même en début de vie, que le réacteur ne va pas démarrer tout seul. Surtout que, à l'intérieur de notre réacteur, on a des sources de neutrons qui envoient en permanence des neutrons vers le combustible, vers l'uranium. Et donc pour être sûr d'être sous-critique plus, on va devoir introduire dans notre réacteur des matériaux qui vont être neutrophages, qui vont bouffer des neutrons. Pas de neutrons, pas de fission. Pas de fission, pas de palais. Et non, pas de divergence. Si vous suivez ma chaîne ou vous connaissez un petit peu le nucléaire, vous savez que dans le réacteur, il y a ce qu'on appelle des barres de contrôle. Et ces barres de contrôle sont en cadmium. Cadmium qui est un élément qu'on dit neutrophage, qui va bouffer du neutron. Et c'est à ça que servent les barres de contrôle quand le réacteur est à l'arrêt. À s'assurer que le réacteur ne diverge pas tout seul. Ça mange tous les neutrons qui arrivent au niveau de l'uranium. Mais il n'y a pas que ça. Tout à l'heure, on a dit que dans la cuve, il y avait de l'eau. On a dit que l'eau, c'était le modérateur, que ça servait à ralentir les neutrons. Mais en plus, à l'intérieur de cette eau, on va rajouter un autre élément. On va rajouter du bore. Et le bore, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il est neutrophage. Il va donc lui aussi manger des neutrons. Et donc, c'est le cumul du bore dans l'eau et des barres de contrôle qui s'assure de la sous-criticité du réacteur. Avec tout ça, on est sûr que ça démarrera jamais tout seul. On arrive enfin à l'étape finale. Comment ça marche une divergence? Comment on démarre un réacteur? Bon, je l'ai dit juste avant, on a dit tout à l'heure qu'il y avait des sources neutroniques, des sources qui vont envoyer du neutron en permanence. Dans ce que je vais vous expliquer, on va considérer que le cœur, il est tout neuf. Il n'y a jamais eu une fission dans les éléments combustibles. Et donc, c'est sa toute première divergence. Ce qui va se passer, c'est déjà, on va commencer par diminuer la concentration en bore dans la cuve. Qui dit moins de bore, dit plus de neutrons, puisque les neutrons ne sont pas tous mangés. On vient de diminuer la concentration. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va lever progressivement les barres de contrôle. On vient donc de libérer une partie du combustible. Et à ce moment-là, les neutrons vont commencer à faire leur première fission. Sauf que la réactivité, elle augmente que très peu. Et oui, on a vu tout à l'heure ce que c'était la réactivité. Là, j'ai des neutrons qui font des fissions, qui vont créer quelques neutrons qui vont faire quelques fissions, sauf qu'on vient à peine de lever les barres de contrôle. On a donc très peu d'uranium disponible si vous voulez. Et si je m'arrêtais de lever les barres de contrôle, qu'est-ce qui se passerait? Tout simplement, on n'a pas libéré assez d'uranium pour pouvoir entretenir la réaction en chaîne. Du coup, la réaction s'étoufferait. Elle s'arrêterait d'elle-même. C'est pour ça qu'on lève les barres de plus en plus afin d'augmenter de plus en plus la réactivité. Mais la question qui se pose, quand est-ce qu'on sait qu'il faut arrêter de lever les barres de contrôle? Je vous dirais une fois que la réaction en chaîne est entretenue. Oui, mais quand est-ce qu'on sait que la réaction en chaîne est entretenue? On l'a dit tout à l'heure, c'est quand la réactivité est égale à 0. J'ai autant de neutrons créés que de neutrons qui étaient de la génération précédente. Un neutron donne un neutron, je suis stable. Sauf qu'on a dit aussi tout à l'heure que si je m'arrête trop tôt, la réaction s'étouffe. Si elle s'étouffe, j'ai plus de neutrons créés. Et si j'ai plus de neutrons créés,
La réactivité elle est égale à quoi? Elle est aussi égale à 0, comme quand le réacteur est critique. Donc pour s'assurer que mon réacteur soit critique, je vais devoir rendre mon réacteur surcritique. M'assurer que la réactivité est supérieure à 0, laisser la population neutronique augmenter, pour baisser ensuite les barres de contrôle, et enfin me retrouver avec une réactivité égale à 0 et une réaction en chaîne entretenue. À cet instant, mon réacteur est divergé. Bon, j'avoue, cette vidéo, elle est peut-être un peu plus péchue que d'habitude. Mais au moins, on a fait le tour de tout ce que je pouvais vous expliquer. Comme d'habitude, j'ai pris un peu de liberté sur les explications pour essayer de rendre ça le plus simple possible. Donc les experts, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, on peut en discuter. Avant de terminer la vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire. Je vous donnerai un peu plus de détails en temps voulu, mais je vais participer à une revue qui parle de science-fiction. Et donc, mon thème à moi, ça va être la série Tchernobyl. C'est pour ça que le 18 septembre à 21h, il y aura un live en simultané sur Twitch et sur YouTube où je me ferai interviewer par la personne qui a créé le magazine. Il me posera toutes les questions possibles et inimaginables sur l'accident de Tchernobyl et du coup, je vais expliquer qu'est-ce qui s'est passé. On va essayer de vulgariser ça au maximum pour que tout le monde comprenne de 1, comment ça s'est passé et de 2, pourquoi l'accident de Tchernobyl est impossible sur les réacteurs français. Donc du coup, retenez la date du 18 septembre à 21h, que ça soit sur YouTube ou sur Twitch. Je pense qu'on va passer un super moment. Pour le reste, on fait comme d'habitude. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas, tu peux t'abonner, mettre un like et surtout mettre la cloche pour rater aucune des prochaines vidéos. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous. Et comment qu'on ralentit un neutron? Bonne question, poil au fion.